Bonjour et bonjour. Deux invités derrière le micro cette semaine avec Thierry Duvivier concernant le rallye à Maurice. Également Quentin Prunière, pressenti DNS, donc absent au départ de la troisième course de la saison réunionnaise de motocross. On évoquera également un débrief complet du MXGP à Riola-Sardo. Débrief également en ce qui concerne le WRC, il s'en est passé des choses, vous verrez. Et puis un aspect très technique avec une confrontation ultra technique, on rentre dans le détail, entre la Lancia Y face à la Citroën C3, vous l'aurez compris. On parle de Rallye 2, l'ensemble des résultats du week-end passé, un programme très dense pour le week-end prochain. On est parti pour un peu moins d'une heure dans Motors. Motors, les résultats. Le week-end passé avait des airs de triple ration mécanique avec 3 disciplines majeures au menu. Et comme souvent dans Motor, ça commence par de la terre, du grip précaire et des trajectoires, disons, discutables. On démarre avec le Supercross US et la 13e manche de la saison du côté de Nashville dans le Tennessee au Nissan Stadium. Particularité du week-end, une épreuve disputée en journée et en extérieur avec ce que ça implique de visibilité parfaite sur les erreurs, et il y en a eu. En SX 250 Conférence Est, le scénario commence à devenir une habitude. Le leader néo-zélandais Cole Davis continue de poser sa loi, il arrache une nouvelle victoire, la 4e de sa saison, et confirme qu'il est en train de transformer ce championnat en exercice de gestion. Derrière lui, Ned Thrasher et David Simonson complètent le podium, pendant que Daxton Bennick, auteur du All Shot, paye une perte d'adhérence arrière qui va déclencher une réaction en chaîne. C'est Amaker, le principal rival au championnat de Davis, s'y retrouve mêlé après avoir déjà goûté au sol en solo un peu plus tôt. Résultat, une remontée forcée et une 5e place qui coûte cher. Au-delà du classement, c'est surtout la dynamique qui interpelle. Yamaha signe un triplé et Cole Davis compte désormais 19 points d'avance sur Hammaker. Bennick récupère la 3e place du championnat mais pointe déjà à 40 unités. Kotichok est 4e, encore un peu plus loin, et Joe Shimoda, absent après sa chute du week-end précédent, voit les positions de tête s'échapper progressivement. Le championnat SX 250 Conférence Est commence à prendre une tournure très claire. Motors. On passe à la catégorie reine, le SX 450, et là aussi un homme impose le rythme. Hunter Lawrence s'offre un 4e succès cette saison, mais surtout un 10e podium, une régularité clinique qui fait la différence dans un championnat où les écarts se creusent souvent sur des détails. Pourtant, la course n'a pas été un long fleuve tranquille. Kane Rogzen a longtemps joué les premiers rôles, allant même jusqu'à prendre la tête à un moment de la course. Le pilote Suzuki est sur une dynamique impressionnante cette saison, mais une erreur en fin de course lui coûte cher. Cooper Webb en profite immédiatement pour s'emparer de la 2e place. Rogzen sauve finalement le podium, preuve qu'il reste un candidat crédible au titre, même si la marge d'erreur est toujours très mince. Derrière, Chase Sexton et Justin Hill complètent le top 5. À noter la belle performance de Dylan Ferrandis, le français, solide 6e, pendant qu'Eli Tomac continue de s'enfoncer dans une saison compliquée avec une bien anonyme 12e place. Au championnat, Hunter Lawrence conserve seul la plaque rouge avec 10 points d'avance sur Rogzen, désormais 2e. Tomac, qui était à égalité avant Nashville, perd 15 unités et décroche nettement. Cooper Webb reste 4e à 28 points, soit plus d'une victoire déjà, et Justin Cooper ferme le top 5 avec un retard déjà conséquent de 57 points. Prochain rendez-vous à Cleveland avec un format Triple Crown, 3 courses, 3 départs et généralement 3 fois plus de chaos. Autant dire que tout peut encore bouger. Motors. On enchaîne avec le MXGP et la 4e manche du championnat du monde en Sardaigne sur le sable exigeant de Riola-Sardo. Un terrain qui ne pardonne rien et qui met immédiatement en lumière les pilotes capables de combiner vitesse et finesse. Avant les courses du dimanche, place au Cali Race du samedi qui compte également pour le championnat, je vous le rappelle. En MX2, Sacha Konen impose sa 4e devant le leader Simon Langenfelder. Janis Resulis, Liam Everts et Camden McClellan complètent le top 5. Le français Valin se classe 6e. En MXGP, Jeffrey Herling signe le meilleur temps devant Romain Fèvre, Tim Geiser, Tom Vial et Lucas Konen. Des courses courtes mais stratégiques qui permettent de marquer de précieux points et surtout de placer idéalement les pilotes sur la grille pour les courses du lendemain. En MX2, justement, le lendemain, le dimanche confirme la hiérarchie actuelle. Simon Langenfelder s'impose avec un 2-1 solide, à égalité de points toutefois avec Sacha Konen, mais devant au bénéfice de la meilleure seconde manche. Liam Everts complète le podium grâce à un 3-4 régulier. Au championnat, Langenfelder conserve la plaque rouge avec 205 points, 24 points d'avance sur Konen, lui-même installé confortablement devant Everts.
En MXGP, le spectacle vient d'un homme. Lucas Hakkinen signe un doublé limpide et décroche sa 18e victoire en GP. Une démonstration de maîtrise sur un terrain pourtant piégeux. Derrière lui, Jeffrey Herlings enchaîne 2 deuxièmes places et confirme qu'il reste le principal danger. Mais lors de la seconde manche, l'écart est abyssal. Plus d'1 minute entre les 2 premiers et le reste du plateau. Littéralement une autre dimension, on y parle par ailleurs dans Motors. Le podium est complété par le rookie Kay de Wolf, auteur d'un 4-3 très solide. Romain Fèvre termine 4e avec un 3-4 devant Ruben Fernandez, auteur d'un très régulier 5-5. Au championnat, Lucas Hakkinen est solidement installé en tête avec 192 points, 14 de plus que Herlings. Tom Vial s'accroche à la 3e place mais compte déjà 30 points de retard et seulement 2 d'avance sur Fèvre. Tim Geiser complète le top 5 mais accuse déjà 43 points de retard après une série d'erreurs coûteuses en Sardaigne. Prochaine étape à Pietramourata, au pied des Alpes italiennes, un terrain radicalement différent où la précision technique prendra le pas sur la gestion du sable. Motors. Enfin, on termine avec le WRC et le rallye de Croatie, 4e manche de la saison, disputée sur asphalte autour de Rijeka. Une épreuve rapide, piégeuse et qui a tourné à la course de survie. On recevra d'ailleurs le week-end prochain Romain Sautron pour parler de cette épreuve. Au terme d'un week-end marqué par les erreurs, c'est Takamoto Katsuta qui s'impose et signe une 2e victoire consécutive. Le pilote Toyota profite notamment d'une faute de Thierry Neuville et d'un enchaînement d'incidents chez ses rivaux. Malgré une crevaison le samedi, il parvient à gérer sa course et s'impose avec une marche finalement confortable. Derrière lui, le jeune Sami Pajari confirme avec une 2e place solide, tandis que Hayden Paddon complète le podium, à plus de 2 minutes du vainqueur. Johan Russell prend une excellente 4e place devant son frère Léo qui complète le top 5. A noter que seulement 3 rallyens figurent dans le top 10, preuve du caractère particulièrement exigeant de cette édition 2026. En WRC2, Johan Russell s'impose devant son frère Léo, tandis que Nikolai Griazin complète le podium, une domination familiale assez rare à ce niveau, on peut le noter. Le cas Oliver Solberg mérite également un arrêt sur image. Parti à la faute dès la première spéciale après 5 km, il signe ensuite 10 scratchs sur les 15 spéciales qu'il dispute effectivement. Il rafle tout le dimanche, y compris la Power Stage, sans jamais être inquiété. 10 points au championnat, mais une démonstration de vitesse pure qui laisse forcément des regrets aux jeunes Suédois. Au classement général, Katsuta prend la tête du championnat avec 81 points, 7 de plus qu'Elfyn Evans. Solberg complète le podium provisoire avec 68 points devant Pajari avec 52 unités. Adrien Fourmeau ferme le top 5 à seulement 3 points de Pajari. Prochain rendez-vous dans 10 jours avec le rallye des Canaries, 322 km 18 spécial, un asphalte ultra rapide. Cette fois, il ne suffira pas d'éviter les erreurs, il faudra aller chercher les meilleurs chronos. Motors. Moto. Close your eyes. On passe à présent au motocross avec le sable de Riola Sardo qui ne distribue pas des trophées, il distribue des vérités brutes, sans filtre, qui s'imposent tour après tour. Et cette année encore, il a séparé les pilotes de motocross en 2 catégories très simples, ceux qui maîtrisent et ceux qui subissent. Il y a des circuits où la hiérarchie se discute ou peut se discuter. Riola Sardo n'en fait pas partie. Jeffrey Herlings a remis tout le monde à sa place. Une démonstration dans le sable, presque une leçon. Trajectoire longue, vitesse conservée dans le défoncé, capacité à accélérer là où les autres cherchent encore de la motricité. Là où certains creusent des trous, lui construit des lignes. Ce n'est pas un coup d'éclat, c'est une démonstration de contrôle total, une forme de domination qui ne repose pas sur un moment fort, mais sur une supériorité constante. Herlings n'est pas seulement rapide, il est au-dessus du terrain. Face à lui, Lucas Konen incarne une autre école, plus moderne, plus précise, presque géométrique. Un pilotage au cordeau où chaque appui est optimisé, chaque ornière exploitée comme une trajectoire idéale. Il ne subit pas le terrain, il le lit, il le façonne, il joue avec. Le contraste est fascinant. D'un côté, la force brute maîtrisée, de l'autre, la finesse technique poussée à son extrême. Mais dans le sable, l'expérience reste une arme décisive et Herlings en a une collection complète. Il sait quand attaquer, quand gérer, comment garder de l'énergie quand les autres s'épuisent à lutter contre la piste. La véritable claque du week-end vient pourtant d'un autre nom, Kay de Wolf.
Le rookie signe une superbe 3e place dans la 2e manche. Et ce n'est pas un podium opportuniste, c'est une remontée construite, propre, maîtrisée. Malgré un départ pour le moins moyen, il remonte 1 à 1 ses adversaires avec un pilotage qui rappelle immédiatement celui de Lucas Cohen, fluide, engagé et intelligent. Une lecture du terrain déjà impressionnante pour un pilote aussi jeune en catégorie Rennes, et le contexte rend la performance encore plus marquante. 3e meeting seulement à MXGP après avoir manqué l'Argentine pour une blessure au pouce. Premier podium en manche, sur le sable, sans expérience accumulée. Un signal très clair, ce garçon-là n'est pas venu apprendre, il est déjà là pour peser. Et sur ce type de terrain, il pourrait très vite devenir une référence. En MX2, la bataille oppose 2 philosophies presque opposées. D'un côté, Sasha Konen, rapide, explosif, spectaculaire, le genre de pilote qui donne l'impression d'attaquer plus que les autres, parce qu'il le fait réellement. À Riola Sardo, il avait tout pour réaliser un premier doublé en carrière. 2 départs canons, du rythme, du contrôle apparent, tout était aligné. Mais le sable finit toujours par réclamer son dû. Une erreur en tout début de 2e manche, alors qu'il était une nouvelle fois parfaitement parti après un all shot, vient anéantir cette opportunité. Brutale, immédiate, le genre de faute qui ne pardonne pas. C'est là toute la cruauté de ce terrain. Il tolère l'engagement jusqu'à un certain point. Et Konen, fidèle à son style, flirte souvent avec cette limite. Et pendant que Konen laisse filer, un autre pilote fait exactement l'inverse. Simon Langenfelder s'impose, le champion en titre, moins spectaculaire, clairement, moins flamboyant, mais terriblement efficace. Là où certains attaquent, lui construit, là où d'autres improvisent, lui déroule, toujours sur le même rythme. Constant, presque mécanique, un tempo infernal qui use les autres autant que le terrain. Dès l'erreur de Konen, il ne s'affole pas, il ne surjoue pas, il capitalise, il verrouille, il gère. C'est froid, presque clinique. Mais c'est exactement ce qu'il faut pour gagner dans ces conditions. Langenfelder, c'est un métronome, un pilote qui ne donne rien au hasard, qui transforme chaque opportunité en résultat et qui applique une rigueur presque implacable dans sa manière de courir. Tellement germanique. Et au final, c'est lui qui repart avec la mise. Ce Grand Prix de Sardaigne ne révolutionne rien, il confirme. La vitesse impressionne, la constance gagne. Herlings domine parce qu'il contrôle tout dans une forme d'attaque permanente mais maîtrisée. Konen impressionne parce qu'il repousse les limites du pilotage moderne. De Wolf surprend parce qu'il apprend une vitesse inquiétante pour ses adversaires. Dans le même temps, en MX2, Langenfelder gagne parce qu'il ne fait pas d'erreur. Et dans un environnement comme Riola Sardo, c'est souvent la seule chose qui compte. Le sable ne ment jamais. Venez profiter des promotions chez ODR D2S Car Audio au Tampon. ODR D2S Car Audio, c'est la vente et l'installation audiomobile pour votre voiture. ODR D2S Car Audio, c'est les plus grandes marques Pioneer, Hertz, Soundstream, SP Audio. Le vol de voiture n'arrive pas qu'aux autres. Il serait dommage que votre voiture parte sans vous. Protégez votre voiture avec nos alarmes Vodafone Cobra. Devenez les maîtres du stationnement avec nos radars de parking avant et arrière Metasystem et Cobra. ODR D2S Car Audio avec plus de 20 ans à votre service. Retrouvez-nous sur notre site www.autoradio.re. ODR 80 rue Martinelle-Lacet au Tampon. Contact 0692 874 510. Motors, moto. Allez, on passe à la moto et nous recevons toujours avec autant de plaisir Quentin Prumière pour un débrief côté de Riola Sardo et également concernant son programme avec en ligne de mire ce week-end la 3e manche du championnat de la Réunion qui doit se dérouler du côté du Tampon. Je sais pas encore si je roule moi ce week-end, hein. Parce que je suis tombé il y a 1 semaine et demie, wow. Il y a un week-end de ça, et j'ai fait 2 petits jours à l'hosto. Donc pour moi c'est pas encore sûr que je roule, c'est même il y a très peu de chances que je roule quoi. Ça semble compromis, c'était en essai, c'est ça? T'as roulé, c'était sur quel terrain? J'ai toujours pas roulé, j'ai chuté à Roapanon. C'est une chute un peu de ma faute hein, dans tous les cas, hein. C'était totalement débile ce que j'ai fait. Mais sur un saut, je me suis mis court, je me suis mis un par devant, donc contusion au poumon, trauma et tout, donc non, très très tranquille, j'ai toujours pas refait de moto depuis, donc je pense c'est vraiment pas sûr que je roule et je pense pas que je roule ce week-end. Bon, c'est ce qu'on appelle des grosses pelles, surtout que la terre, c'est pas le revêtement qu'il y avait à Riola Sardo ce week-end, c'est de la terre dure, hein, du côté de Brabant, hein.
Ah oui, c'est très dur, ouais, je confirme. Bon, ok. Je confirme, mais ça va, je suis monté en béton, du coup quand je suis tombé le sol il a eu mal aussi, donc ça va en rester 50-50. Il est pas parti à l'hôpital, le terrain de Brapa, il est resté en place et il se met au Et repos. malheureusement le sol il peut pas aller à l'hosto, mais je pense qu'il a eu besoin de quelques jours de recovery avant que ça commence à rouler dessus, ouais. Bon, en ce qui te concerne, de toute façon, tes apparitions sur le championnat de la Réunion, c'était, on va pas dire pour le fun, c'est jamais fun. Quand on est un pilote, on cherche toujours à faire de son mieux, mais il n'y a pas d'impératif de faire l'ensemble du championnat et t'es pas condamné à rouler pour plaquer la victoire là à chaque fois. Non, du tout, non. Bah, moi, je roule vraiment comme j'ai toujours dit, hein, c'est vraiment pour ma musique que je fais ça. Donc, non, j'ai pas d'impératif, j'ai rien. Donc, non, moi, j'y vais juste pour m'amuser et puis voilà, hein. Bon, ouais. Sans raison de plus. Ok, concernant Riola Sardo que je viens d'évoquer, je suppose que tu gardes un œil sur ce qui s'y passe. On a vu notamment un quai de vol Fruki qui signe son premier podium de manche NIGP, puis avec la manière, Ouais. hein, dans le sable. Non, franchement, il a très bien roulé. Après, franchement, ça roulait énorme ce week-end, hein, entre Erling Sekkonen qui était vraiment au-dessus du lot et tout en 4,50. De Wolf a très bien roulé aussi. Après, ouais, les conditions étaient vraiment pas faciles. Mais non, il y en a qui ont su se sortir du lot. Et puis après, on voit que les mecs qui roulent souvent dans le sable, voilà, et les mecs un peu plus grands qui ont un plus gros jeu de jambes arrivent à mieux s'en sortir comparé à des mecs un peu plus petits. Donc, ouais, non, franchement, ça a envoyé du câble sévère, quoi. Bon, justement, j'en parle par ailleurs dans Motors, hein, sur un papier retour sur ce NIGP. On a vu deux écoles, hein, finalement. Tu évoquais évidemment Erlings et Luca Konen en NIGP, avec deux écoles, mais radicalement différentes en termes d'approche et de stratégie. Autant Erlings, il y va au forceps, hein, au biceps, il y va solide. Alors qu'il vient juste de découvrir sa Honda, hein, depuis le 1er janvier, c'est très récent. Donc il y a encore une marge de progression. On a à contrario un Luca Konen qui semble comme s'il jouait avec la moto, avec le terrain, quoi. Ok, c'est différent, c'est bizarre. Hein. C'est vraiment pas la même chose parce que d'un côté en fait on a un Erlings qui a un pilotage sable qui est un petit peu plus à l'ancienne où ça va vraiment vite, où c'est très impressionnant en extérieur. Et très régulier. Mais Et très régulier, hein. Très régulier aussi. Après il y a Luca. Luca il est jeune, il a quoi? Il va avoir 20 ans cette année en novembre. Il est beaucoup sur ses jambes, roule beaucoup debout. Je pense qu'à certains endroits en fait là où il gagne du temps pour moi sur Erling, c'est qu'il joue un poil plus avec la piste. Où il va avoir tendance à faire un petit peu plus de sauts dans les endroits où ça va être un peu plus lent et où il va un peu mieux garder la vitesse comparé à Erling, parce que par contre à des endroits il va passer dans des cours vraiment Mach 12 et ouais, je pense que en fait les deux ils sont aussi bons. Peut-être que Erling a encore besoin d'un peu de temps pour connaître sa moto et avoir du développement sur sa moto comparé à Luca qui voilà, ça fait déjà un an qu'il est sur la 4,5, qu'il a pu en fait emmagasiner un peu plus d'expérience sur sa moto. Mais ouais, après non, ils ont tous les deux fait de très belles choses ce week-end et ouais, je pense que la différence pour moi elle s'est faite dans le sens après Lucas est plus jeune, hein, c'est pareil. La jeunesse ça crée forcément de nouvelles choses. Il y a une fougue, il y a peut-être une appréhension du danger qui est différente. Bien aussi, sûr. Hein. Bien sûr, pour l'appréhension, je pense pas, parce que Erling, je vais pas dire qu'il a pas de cerveau, mais et voilà, après toutes les années et tout, il sait comment rouler, et je pense qu'en fait, juste à un moment donné, avec son âge et tout, il a plus les mêmes capacités qu'il avait quand il avait l'âge de Lucas. Donc voilà, après les motos ont évolué, les autres ont évolué aussi, donc ouais, non, juste je pense que Lucas en fait le fait qu'il soit plus jeune et tout, qu'il soit plus fougueux, tu vois, il a peut-être un peu plus l'arme et physiquement je pense qu'il arrive à pousser un peu plus que Erling en fait sur certaines choses. Puis cherche le titre, Erling des titres on les compte plus depuis. Hein. Oui, c'est sûr. Après, je pense Lucas en fait, il a pas eu de titre. Pourquoi? Parce que il a été très très irrégulier. L'année dernière, il a gagné le plus de Grands Prix et tout, mais c'est juste qu'en fait, il était très irrégulier. Et puis, je pense que voilà, maintenant après toutes les années qu'il a fait à faire deuxième et tout, ça lui a appris des choses. Et puis, je pense que cette année, il est un petit peu plus posé quelque part. On le voit, il y a moins de chutes, moins d'erreurs, etc. Il arrive à gérer un petit peu plus sa vitesse sans forcément des fois aller à son maximum de sa vitesse. Il peut être devant. Donc dès qu'il sent l'urgence, il roule à 100%, mais dès qu'il n'y a plus l'urgence, il arrive à rouler à 80%
et en fait garder cette marge, quoi. Bon, un mot sur ces deux extraterrestres, hein, tu en parlais, sur la deuxième manche où là le physique et les chocs successifs sur la moto se font sentir, ils finissent à 1 minute devant le champion en titre. Enfin, mais c'est un truc de fou, quoi. Oui, bah après les deux, comme j'ai dit, les deux sont très très bons. Romain, Ils se tirent l'un l'autre, hein. C'est un mec qui a pas forcément un pilotage aussi technique que les deux, où il va y aller plus à la force et tout, et dans le sable, je pense que ça paye pas autant que sur de la terre. Donc Romain a su gagner des grands prix dans du sable contre des Prado, des mecs comme ça qui sont très techniques, mais le fait qu'il ait de la force et tout et que physiquement il soit en place, ça a su faire la différence. Mais quand on tombe sur des mecs comme Konen ou De Wolf ou Erlings, là c'est sûr que c'est compliqué de faire la différence si on n'a pas le même bagage technique dans le sable et la même expérience qu'eux, quoi. Bon, un mot sur le week-end prochain, c'est également un tracé que tu connais, hein, on va du côté de Trente, c'est au pied des Alpes italiennes, le Pietramutra. On est alors là on est vraiment sur du hard soil, quoi, c'est vraiment une surface encore différente, hein. Bien sûr. Bah après, là je pense que sur une piste comme ça, un mec comme Romain Febvre, il peut faire la différence par rapport aux autres. Après, avec des mecs complets comme Vial qui arrive à partir devant et à rester devant sur des pistes dures, c'est sûr que je pense qu'il y en a plusieurs à attendre au rendez-vous. Erlings, il va être très bon aussi. Il a su gagner des grands prix là-bas aussi quand il se battait pour le titre avec Geyser et Febvre. Konen, il est très régulier aussi, il s'est roulé partout. Donc non, je pense que dans tous les cas, le top 5 il va se ressembler. Je pense que j'attends un Geyser, tu vois, un peu plus en place sur une piste un peu plus différente où la moto va faire un peu moins la différence comparé aux pistes en sable. Même le week-end dernier, sans ses erreurs, Tim Geyser, il était quand même sur un... Quand on regarde ses chronos autour, ça envoyait quand même sur la deuxième manche, hein. Non, pour moi, Geyser, il roule très bien. Après, voilà, moi, j'ai pas envie de dire un truc comme ça dans la presse, tu vois, mais pour moi, il y a des trucs un peu à bosser qui sont pas forcément de son ressort à lui, qui font qu'il est pas devant. Pour moi, s'il est pas devant, ça vient pas forcément de lui. Donc, ça, c'est sûr qu'il roule très très bien. Il a les capacités pour rouler très très bien, mais que s'il est pas vraiment devant, pour moi, c'est pas forcément de son ressort, quoi. Bon, on revient au cas Quentin Prunière, ton avenir à moyen terme, là, jusqu'à la pause hivernale, tu la vois comment? Tu te laisses porter comme tu le fais depuis le début de la saison, au coup par coup, en fonction des opportunités, ou tu commences à te mettre un plan de route? Ah non, moi j'ai zéro idée de revenir dans le motocross, hein. Non, mais je disais même ponctuellement sur la Réunion, le faire avec. C'est sûr que je ne serai pas à la Réunion. Ça c'est clair, net et précis. Je vais pas rester ici. Moi, l'objectif c'est quand même que même dans le travail et tout, d'aller viser un peu l'Europe, etc. Parce que moi ça m'intéresse un peu plus. La Réunion c'est petit, on tourne vite en rond, on voit tout le temps les mêmes personnes et tout. Puis on n'a pas les mêmes marges de manœuvre financières, hein, non plus. En soi, ça, franchement, on serait étonné de savoir les marges de manœuvre financière. Waouh, les marges de manœuvre financières de la Réunion. Avec les grandes entreprises, je pense qu'on serait étonné en vrai les gens seraient étonnés de ce qui se passe en fait, de l'argent qui tourne sur l'île. Mais ouais, non, c'est sûr, il y a toujours du cash à se faire ici. Mais le problème c'est que les business et tout, c'est vachement, c'est rempli, quoi. Il y a de la concurrence partout, peu importe le business qu'on fait. Donc pour partir d'un business où les gens auront envie de dépenser de l'argent et rentrer dedans, c'est pas super facile parce que comme j'ai dit, il y a de la concurrence partout et c'est soit on arrive, on fait un truc qui est énorme déjà et c'est sûr que les gens vont venir, et si on part petit, je pense que ça prend énormément de temps avant de monter quelque chose qui marche à la Réunion, quoi. Ouais, puis à ton âge, je suppose qu'on a aussi l'envie de... Alors, t'as beaucoup voyagé dans ta carrière pro en cross, mais aujourd'hui, professionnellement, à ton âge, on a encore envie de découvrir de nouveaux trucs, de bouger un peu, je suppose. Ah moi c'est sûr, j'ai encore envie d'aller déjà de repartir à certains endroits que j'ai déjà été, parce que j'ai énormément kiffé, tu vois, l'Espagne, les US et tout, c'est des endroits qui me font kiffer, donc ouais, j'ai envie de voyager, j'ai envie de voir de nouvelles choses, j'ai envie de connaître des personnes, avoir des contacts un petit peu partout, c'est toujours bien,
découvrir un peu plus le monde, quoi. Pas juste s'arrêter à notre caillou. Et voilà, j'adore notre caillou, c'est énorme, c'est plein de choses qu'il y a ici et je suis loin d'avoir tout découvert, mais dans ce que moi je veux faire et ce que je vise, je pense que c'est pas forcément là où je vais pouvoir atteindre ce que je veux. Donc non, je sais pas, après moi j'ai pas tant grandi que ça à La Réunion, et vu que je suis quelqu'un qui est très solitaire, ça m'intéresse pas en fait de rester seulement ici, de voir tout le temps les mêmes personnes et tout. J'aime pas traîner en groupe et tout, donc non, très peu de personnes. Je préfère voyager partout dans l'Europe, aller voir des amis de l'autre bout de l'Europe que rester ici avec beaucoup de personnes que j'aime pas forcément. Donc Bon, bah ça, c'est bien compris. Et puis quand tu es basé dans l'Hexagone, à la limite, tu prends ta caisse, tu fais 3000 bornes, t'es en Finlande, t'es en Estonie, tu vas en Europe centrale. Ma caisse peut-être pas, mais prendre l'avion quand même. Ouais, c'est marrant la bagnole. Et, quitte à faire 3000 bornes, autant prendre l'avion, parce qu'à 3000 bornes, juste pour aller voir un pote, faut vraiment que ce pote... Faut vraiment que ce soit un bon pote, gentil. avec de sacrés arguments, ma mère, on est bien d'accord. Ah, exactement, c'est exactement ce que j'allais dire. Et encore, je pense que même pour ça, je prends l'avion. Bon, est-ce qu'on le voit quand même dimanche? Tu viendras faire un tour au tampon, voir certains des potes roulés? Je pense que je serai présent dimanche quand même. Motors, toute la semaine sur ta radio préférée. On va s'intéresser à présent à un duel pour le moins intéressant, Rallye 2, la Lancia Y versus la Citroën C3. Stellantis Motorsport joue un jeu intéressant. En ce moment, le groupe a 2 voitures Rallye 2 sur les routes du championnat du monde, du championnat d'Europe et sur nombre de séries nationales. 2 cousines qui partagent le même ADN mécanique. Et pourtant, l'une est clairement la leçon tirée de l'autre. La Citroën C3 Rallye 2, la vétéran, celle qui a tout appris, et la Lancia Y Rallye 2 HF intégrale, la petite dernière, celle qui a profité de tout ce que l'ancienne avait souffert. Faisons le tour de la question. Sur le papier, les 2 voitures sont quasiment identiques, même moteur 1600 turbo transversal avant, même boîte de vitesse, une SADEV séquentielle à 5 rapports dans les 2 cas, même fabricant, même architecture de base, même différentiel central actif, même poids minimum réglementaire à 1230 kg, même largeur 1820 mm, le plafond FIA Rallye 2. Les 2 constructeurs ont évidemment tapé le plafond, ce serait une hérésie de ne pas le faire. Mais les ressemblances s'arrêtent là, et les différences qui restent sont précisément celles qui comptent et qui nous intéressent. La boîte SADEV est identique dans son enveloppe, mais les ingénieurs Stellantis n'ont pas laissé les rapports inchangés. Sur la Y, les premiers rapports ont été raccourcis. C'est confirmé noir sur blanc dans la documentation officielle Lancia Corse HF. Des rapports plus courts pour améliorer la réactivité aux sollicitations du pilote, une voiture très vive. En clair, la voiture sort des virages lents avec plus de punch, l'accélération dans les zones techniques est plus franche, et ce n'est pas anodin, c'est exactement le type de réglage qu'on affine après des années à observer où une voiture perdait du temps sur spécial. La Lancia est par ailleurs plus longue de 74 mm, 4070 contre 3996 pour la Citroën. C'est dicté par la carrosserie civile de base. La nouvelle Y de série est une voiture légèrement plus grande que la C3 de la génération concernée. On n'y peut rien. Jusque-là, rien de franchement extraordinaire. Mais voilà où ça devient intéressant. Malgré cette caisse plus longue, la Y a un empattement plus court que la C3. 2550 mm contre 2567, soit 17 mm de moins. Une caisse plus longue, un empattement plus court. Ça veut dire une seule chose, des porte-à-faux plus importants, plus de masse qui déborde hors de la base de sustentation, essentiellement à l'avant, là où le moteur est assis. Stellantis Motorsport a communiqué là-dessus en présentant la voiture. Ils ont vendu ça comme un atout d'agilité, empattement court, moment d'inertie en lacet réduit, voiture plus vive en rotation. C'est vrai, c'est aussi une vérité partielle, et les gens qui ont développé cette voiture le savent mieux que quiconque. Parce qu'il faut nommer ce qui s'est passé dans les couloirs de Stellantis Motorsport ces dernières années. Une partie significative des ingénieurs qui ont développé, affiné et souffert parfois avec la C3 Rallye 2 depuis 2017 se retrouve aujourd'hui sur le projet Lancia. Le transfert de compétences n'est pas une métaphore, c'est littéralement les mêmes cerveaux avec les mêmes tableurs, les mêmes fichiers de données, mais une feuille blanche devant eux.
8 ans de data sur la C3, 8 ans de remontée pilote sur tous les revêtements du monde, d'Europe et d'ailleurs. 8 ans à comprendre exactement où la voiture était juste, où elle était perfectible et pourquoi. C'est de ces datas que sont sortis les rapports raccourcis de la SADEV Lancia. C'est de ces datas qu'est sortie la philosophie ballast dynamique. Ce n'est pas de la créativité pure, c'est de l'ingénierie appliquée sur une base de connaissances accumulées. Quand ces ingénieurs ont commencé à travailler sur la Y, ils n'ont pas réinventé la roue, ils ont construit une roue meilleure en sachant exactement où l'ancienne vibrait. Le ballast actif, c'est la véritable innovation philosophique. Et ça se voit immédiatement dans la philosophie de développement de la Y. La C3 a été conçue en 2017 pour atteindre le poids minimum réglementaire. Point. L'objectif était d'arriver à 1230 kg et d'y rester. C'est la logique Rallye 2 classique de cette époque. La YL a été conçue pour passer sous ce poids minimum. La voiture nue sans ballast tourne autour de 1210-1215 kg, ce qui veut dire que les 15 à 20 kg de différence sont du ballast repositionnable, plaçable là où les ingénieurs décident de le mettre, adapté à chaque rallye, à chaque surface, à chaque profil de spécial. C'est exactement la philosophie Toyota sur la GR Yaris WRC et c'est exactement la réponse au problème des porte-à-faux. Oui, mécaniquement, la Y a plus de masse hors empattement, mais si tu peux déplacer 20 kg à volonté, tu effaces une grande partie de ce déficit. Tu corriges le tir, tu personnalises la répartition pour que la voiture soit neutre là où elle aurait été naturellement sous-vireuse. La C3 n'avait pas ce luxe, pas parce que les ingénieurs étaient moins bons, mais parce que cette approche n'était pas encore systématisée dans le Rallye 2 en 2017, année de naissance de la C3. Sur asphalte, la C3 résiste et la Croatie dit tout, podium compris. Soyons honnêtes, sur asphalte technique, la C3 Rallye 2 est une voiture admirablement saine. Répartition de masse naturellement centrée, empattement relativement long pour la catégorie, comportement neutre et prévisible. C'est sur cette surface qu'elle a construit sa réputation. C'est sur cette surface que des pilotes comme Johan Bonato en ont fait leur terrain de chasse préféré en France, mais également en Europe ces dernières saisons, avant de passer justement sur Lancia en cette année 2026. Et la Croatie vient d'apporter un premier verdict grandeur nature en WRC. 4e manche du WRC2, première épreuve 100% asphalte de la saison avec en prime des routes parfois dégradées et des changements d'adhérence permanents. Exactement le type de conditions où les défauts de philosophie se paient cash et où les rapports raccourcis de la Y combinés à sa vivacité en lacet deviennent des armes redoutables dans les enchaînements serrés. Le bilan scratch de catégorie est sans appel, 13 sans scratch pour les Lancia, 3 pour Toyota, 2 pour Ford, 2 pour Skoda et 0 pour la C3. 0, rien, nada. Mais avant de signer l'acte de décès de la Citroën, posons une question simple. Qui pilotait la C3 de pointe en Croatie? Léo Rossel, le frère cadet de Johan. Ce serait bien trop facile de réduire ça au patronyme. Léo Rossel, c'est des kilomètres et des kilomètres avalés dans cette catégorie au volant de cette voiture précisément. Deuxième saison WRC2, oui, mais avec un bagage d'expérience dans la C3 que beaucoup de pilotes Rallye 2 n'atteindront jamais. Ce n'est pas un perdreau de l'année qu'on envoie au casse-pipe. Et en face, Johan Rossel, l'aîné, multicapé en WRC2, et Nicolas Gryazin, deux des meilleurs pilotes de la catégorie à l'heure actuelle. Point. Des pilotes dont le métier est précisément d'extraire une voiture dans ses derniers retranchements. Le podium final en dit long. Johan Rossel s'impose, Léo termine P2, Gryazin P3. Deux Lancia sur le podium, séparés par la C3. Le rapport de force est là, inscrit dans les résultats. Mais Léo Rossel, P2, présent sur le podium dans quasiment chaque chrono au cours de chaque étape, avec une stratégie assumée de consolidation, c'est un résultat solide. Obtenu avec une voiture conçue en 2017 face à une Y développée avec 8 ans de data en plus, des rapports de boîte retravaillés, une philosophie ballast actif ou encore rarissime dans la catégorie et pilotée par les meilleurs de la discipline. Et Gryazin, son podium est entaché, une durite de turbo à lâcher dans le S14, ce qui lui a coûté un temps précieux et très probablement la P2 finale.
Sans cet incident mécanique, le classement final aurait pu être un doublé Lancia encore plus dominateur, avec la C3 reléguée à une P3 défensive, certes, mais devant toutes les autres. La fiabilité, cette variable que les données ne garantissent jamais totalement. La C3 n'a pas démérité en Croatie, elle a simplement confirmé qu'elle était à la limite aujourd'hui de ce qu'une voiture de cette génération peut faire sur asphalte technique. Elle tient le podium, mais elle ne peut plus mener la danse. La différence entre la C3 et la Y, ce n'est pas vraiment 74 mm de tôle, ce sont 8 années d'apprentissage institutionnalisé traduit en rapport de boîte raccourcie, en philosophie ballast actif, en aérodynamique également, avant retravaillé en map moteur recalibré. La Y est une voiture qui accepte d'avoir un déséquilibre naturel parce qu'elle s'est donné les moyens justement de le corriger. La C3 était une voiture bien née, mais figée dans la philosophie de développement de son époque. Et la Croatie vient de matérialiser cet écart en chiffres. 13 scratchs contre 0. C'est un véritable rapport de force. Mais P2 au classement avec une voiture de 2017 face à la fine fleur du WRC2 sur une Y taillée pour l'asphalte, c'est aussi à sa manière une forme de respect dû à une voiture qui refuse de mourir proprement et tranquillement. Entre les mains d'ingénieurs qui connaissent la plateforme Stellantis par cœur, les 17 mm d'empattement de moins et les 74 de caisse en plus ne sont pas un problème, ils sont une variable. Et les variables, les bons ingénieurs savent le gérer. La Croatie vient de le démontrer, spécial après spécial. Venez profiter des promotions chez ODR D2S Car Audio au Tampon. ODR D2S Car Audio, c'est la vente et l'installation audiomobile pour votre voiture. ODR D2S Car Audio, c'est les plus grandes marques Pioneer, Hertz, Soundstream, SP Audio. Le vol de voiture n'arrive pas qu'aux autres. Il serait dommage que votre voiture parte sans vous. Protégez votre voiture avec nos alarmes Vodafone Cobra. Devenez les maîtres du stationnement avec nos radars de parking avant et arrière Metasystem et Cobra. ODR D2S Car Audio avec plus de 20 ans à votre service. Retrouvez-nous sur notre site www.autoradio.re. ODR, 80 rue Martinelle-Lacet au Tampon. Contact 0692 874 510. Motors, l'invité. Allez, on passe à présent du côté de l'île-Sœur à Maurice avec le kick-off du championnat de Maurice des rallyes qui se déroule ce week-end. À tout seigneur, tout honneur pour démarrer. On reçoit le champion en titre, d'ailleurs le double champion en titre, devrais-je dire, Thierry Duvivier, pilote d'une Alpine 110S, copiloté depuis le rallye FA 2023 par Frédéric Nokia. Un Thierry Duvivier qui a une particularité, il est largement assisté par un Réunionnais qu'on connaît bien du côté de chez nous, un certain Bertrand Mézineau. Bah écoute, Bertrand Mézineau m'a été présenté par un ami qu'on a en commun, puisque je le connaissais que de nom et de palmarès, suivant les rallyes à La Réunion. Et quand on a monté le projet 206 en 2022, du coup, Bertrand a très rapidement, indirectement rejoint l'équipe par l'intermédiaire de conseils sur le montage de l'auto. Et quand la voiture a pris forme, il nous a aidé à terminer le moteur. Et après, on s'est lié d'amitié autour de la passion, autour des choses bien faites. Et donc Bertrand nous a assisté dès notre premier rallye sur les assistances. Donc Bertrand aujourd'hui c'est plus qu'un ami, on communique tous les jours et il est systématiquement sur tous les rallyes présents au sein du team. Donc Bertrand est un membre à part entière du team TRT à Maurice. 2023, alors tu n'en parlais pas trop, tu ne voulais pas trop l'évoquer, la 206 ça t'amusait, mais on comprenait que tu souhaitais passer le cap supérieur. Il aura fallu attendre 2024 et la signature par ton groupe de rattachement auprès de la carte Alpine pour que le switch soit fait. Et en 2024, tu alignes une toute nouvelle et magnifique Alpine A110S, cette fois-ci engagée en catégorie A4 à Maurice, qui est la catégorie des grosses bestioles, avec une contrainte, c'est que la réglementation mauricienne est un petit peu différente des réglementations traditionnelles, et c'est un peu une voiture melting pot que vous avez conçue pour cette saison 2024. Ouais, c'est exact. Donc, si tu veux, en back-office, on préparait déjà, depuis qu'on est rentré, le projet Alpine, avec mon employeur, donc c'est un très gros projet de grosse envergure. On peut le dire, hein, c'est le groupe Lille, c'est un secret pour tout personne. À fait. Hein. Le groupe Lille avec notre CEO Eric Lille qui est un très grand passionné d'automobile et de compétition aussi, de sport automobile. Donc tout naturellement quand je lui ai parlé de ce qu'on allait faire avec la 206 etc,
on a très rapidement goupillé un projet commun. Donc de là est partie l'Alpine, et effectivement au début il fallait que ça reste très confidentiel, comme tu le sais, par rapport à la négociation de la marque, etc. Et donc réglementation locale, principalement on voulait pas se faire embêter par rapport aux problèmes d'import véhicules volant à gauche, etc. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les Alpines officielles, comme tous les véhicules depuis le groupe R, depuis les années 2015, sont fabriqués, homologués, tout en volant à gauche, puisque la majorité des clients consomment du volant à gauche. Eh oui, on roule du bon côté de la route, c'est vous qui roulez du mauvais côté, mon vieux. Pas mal. Donc du coup, écoute, moi comme je rentre dans le moindre détail, et je voyais ce qui se passait un peu autour, et on voulait vraiment pas être embêté, on voulait être propriétaire de notre caisse, de l'avoir à Maurice, et qu'on soit pas embêté à la faire sortir à chaque fois. Donc le challenge était de monter une Alpine volant à droite. Du coup mon patron m'a lancé le défi, il m'a dit écoute, est-ce qu'on saurait pas faire? Je lui ai dit bien sûr qu'on saurait faire. Donc du moins on va mettre la tête dedans et on va faire. Cette voiture aujourd'hui, elle ressemblerait à quoi? Une version RGT, une version GT+, une version GT10? Quel est son environnement technique? Si elle avait à être homologuée, puisque ça m'est passé par la tête de vouloir la faire homologuer, je pense qu'elle roulerait plus en GT10, puisque jusque septembre 2025, elle roulait avec la boîte de série, avec le moteur de série. Donc on a fait qu'un upgrade au niveau freinage, et encore qui n'est pas terminé, qui aurait pu encore être amélioré pour rejoindre. Donc quand je dis upgrade, on n'est même pas au niveau d'une RGT niveau freinage, on a les amortisseurs de la RGT sur la toute première niveau. Donc la seule chose qui nous bloque vraiment, contrairement à une RGT, ce sont les fameux longerons en alu taille et masse, et les berceaux tubulaires en acier. En ce qui concerne la boîte, on est sur quelle définition aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, on a roulé le dernier rallye l'année dernière, et cette saison, on sera obligatoirement du coup, puisque la réglementation locale a aussi évolué. Donc on était autorisé jusque l'année dernière à rouler avec la boîte de série, donc c'est boîte robotisée, G-Track, 7 rapports, palette au volant. Du coup la réglementation en 2026, elle a évolué, puisque dans notre groupe qui a été créé, du coup un groupe MGT pour se rapprocher du RGT, impose justement que la boîte palette au volant devient interdite, donc boîte robotisée plutôt de série, devient interdite. Donc nous on avait déjà fait l'Evo boîte séquentielle. Donc là on est sur une boîte séquentielle 3 Evo qui n'est pas exactement la même que celle de la RGT. Au bilan sportif 2024 prise en main de cette voiture, 4 victoires scratch, sauf le rallye Modar Bocuse Mémorial, où tu termines à une insipide P2, je sais, je peux être taquin de temps en temps. Sur l'ensemble de la saison, on recense 43 temps scratch sur 58 spéciales au programme. Ça veut dire 75% des chronos, c'est toi et l'Alpine qui les ont signés. 2025, on attendait un soubresaut, pourquoi pas, une remise en question pour un grand chelem, patatras. 4 victoires à nouveau au scratch. Sauf, je serais tenté de dire, sur la ronde Toyota, tu l'évoquais à l'instant, hein, c'était la dernière course de la saison, où tu termines également P2, mais à une poussière de pas grand-chose du vainqueur. Au bilan 2025, 51 temps scratch sur 60 disputés. La stat évolue, 85% de succès pour cette voiture. C'est énorme, d'autant que les spéciales sont un petit peu toujours les mêmes. La plus longue était d'ailleurs la spéciale Romery les Mars, me semble-t-il, de mémoire. Pleine campagne longue, exact. Hein, qui est la plus longue spéciale qu'on retrouve du côté de Maurice, qu'on va d'ailleurs retrouver lors du kick-off, on va en reparler. Oui, tout à fait. J'aurais retenu parmi toutes tes stats complètement folles le challenge CCR 2025, bouclé à 110,6 km/h de moyenne, ce qui est colossal, avec un truc fou sur la très courte spéciale de Pavé Citron, deuxième passage, c'était le S5 qui développe un petit 4,3 km, un chiffre affolant de 121,2 km/h de moyenne. C'est un truc complètement dingue, vos routes là-bas. Ouais, on a des spéciales très rapides, entre autres celle de Pavé Citron, je crois que c'est une des plus rapides. Il y a celle de Clémentien qui va se courir dimanche aussi, qui est ultra rapide. Sachant que Pavé Citron,
avec cette vitesse moyenne, ils ont mis une chicane qu'on passe en première. Une chicane qui est très serrée et qui n'existait pas auparavant. Donc on a des chronos qui sont avec la chicane qui sont quasi similaires que les meilleurs chronos qui existaient dans cette spéciale. Ouais. En tout cas, ça déboule vraiment très vite. Ouais. En tout cas, de sacrées stats avec une trentaine d'engagés en moyenne sur le championnat mauricien. Parmi tes concurrents, évidemment, Xavier Lachkar avec sa Toyota Yaris fin maison également. Ainsi que la voiture de Ritesh Ramdarshan, qui est un client, avec sa, maintenant on peut dire, vieillissante Skoda Fabia. Mais le garçon a de la ressource, il peut jouer le coup régulièrement. Écoute, c'est une voiture pour moi qui a tout le potentiel pour jouer le scratch. Il a monté une belle équipe derrière. Il se fait accompagner d'un très bon mentor aussi, qui évolue en championnat de France, qui a un très bon coup de volant d'ailleurs. Donc c'est une structure, même Xavier. Ces deux-là, ils ont une structure et les voitures et tout ce qui tourne autour. Pour moi, du moins, ce sont des concurrents sérieux que j'ai jamais négligés. Et je pense honnêtement qu'ils ont les voitures, ils sont tous deux en 4 roues motrices. Donc on a souvent l'appui à Maurice aussi sur nos spéciales. Bon, moi j'affectionne particulièrement le terrain gras et humide, mais en termes de monture, ils ont des montures qui sont beaucoup mieux adaptées sur ce type de conditions. Donc moi je pense qu'ils ont largement les capacités de pouvoir gagner à la régulière et sur un championnat. De toute façon, la victoire sans concurrent, ça s'appelle pas une victoire, tu le sais mieux que moi, Thierry. On court pas pour se balader devant, on court pour justement, comme on a eu lors du dernier rallye, à la différence près qu'au dernier rallye en 2025, on a dû composer avec des petits soucis de jeunesse d'électronique par rapport à notre nouveau setup boîte séquentielle, qu'on a dû composer avec des petits soucis de jeunesse, des petites coupures, qui nous ont pénalisés, qui ont permis à la concurrence de revenir, mais qui nous ont quand même permis de bien s'amuser et de se servir de ce dernier rallye, puisque le championnat était plié on va dire, essai grandeur nature pour préparer cette saison 2026. Ouais. Alors je le disais, tu restes sur 2 titres de champion de Maurice des rallyes 2024-2025, donc possibilité de signer un hat-trick cette saison qui démarrera donc ce week-end par le challenge MRC avec une première étape très connue, que les auditeurs qui ne connaissent pas Maurice le sachent. On monte à spécial dans un sens, puis on la descend dans l'autre sens, puis on remonte, puis on descend, puis on remonte, puis on descend. Au menu de cette première étape, donc Lémar-Romery, suivi de Romery-Lémar, et ça à parcourir 3 fois lors de la première étape. 3 boucles. Avec une longueur de 11,6 km par passage, ça commence à faire du monde, ça fait une étape à quasiment 65 km. Ça commence à compter, là, ça rigole pas. Dimanche, 2e étape avec camp de Masque pavé Clémentia, pareil, toujours le même principe, dans un sens puis dans l'autre sens, à boucler 3 fois, un tout petit ultra sprint de 3 km. Comment on gère justement des spéciales de 3 km avec vos genres de bestioles? Faut que les pneus soient à température immédiatement. On fait comment? On préchauffe, on a le droit de le faire, on a des couvertures. Comment on gère? Puisque 3 km, c'est le temps de mettre les pneus en température. Écoute, concrètement, oui, dans la logique. Après, si tu veux signer le scratch dans une spéciale de 3 km, malgré ma très courte expérience en rallye, puisque ça va être notre 4e saison, si je dis pas de bêtises. C'est ça. 3e saison complète, mais 4e saison, puisqu'on avait commencé la première saison en cours de route. Il faut pas se poser de questions. Dès le premier virage, il faut déjà être dedans, que les pneus soient chauds ou froids. Donc là, il faut avoir la maîtrise des pneus qui sont pas encore à temper, et crois-moi qu'avec des slicks, ça danse un peu. C'est très délicat. Ça danse c'est un très peu. délicat. J'ai l'avantage de rouler en slick dans d'autres disciplines depuis pas mal d'années, et c'est peut-être ce qui m'aide à sortir un peu plus mon épingle du jeu. Donc je t'avouerai que c'est un sujet qui pour moi est très sensible et délicat. D'autant plus que à Maurice, dans le règlement, du coup, la chauffe des pneus, et ils ont remis ça sur le couvert cette année. Ils sont venus casser un peu le règlement en faisant comprendre que c'était interdit de chauffer les pneus, même dans la zone, entre la zone de pointage et la zone de départ, qui est une zone qui est complètement sécurisée sur l'organisation de la course. Donc je vois ça un peu dommage, puisque Duralex, tu sais ce qu'on dit, Thierry, Duralex, Sedlex en championnat du monde, c'est également interdit, hormis pour les super spéciales, où une zone de 200 mètres est réservée justement à la mise en température des pneumatiques, mais là il s'agit de spectacles. On sait bien que
tout le monde le fait. Mais non. Cette année, vu qu'ils ont renforcé un petit peu plus Bon, moi, je le faisais, hein. Je suis un adepte de la mise en chauffe des pneus. Il y aura du Marshall cette année. Des fois, ça reste assez spectaculaire. Bon, il faut quand même faire attention. Mais c'est très important. Donc, ça permet aussi de démarrer déjà en pilote, de pouvoir attaquer bille en tête parce que tu sais que tes pneus, ils sont attempés et que tu peux rentrer d'emblée dedans, quoi. Et ça te met toi-même en condition. Bon, là, cette année, il va falloir être un peu plus vigilant puisque l'organisation a dit qu'ils allaient être beaucoup plus sévères là-dessus. Donc, vu qu'on a un double titre à défendre, donc on veut vraiment pas faire de conneries là-dessus. Donc, on va faire tout pour respecter ça. Il y a des couvertures chauffantes qui sont autorisées, mais perso, je vois pas l'intérêt d'en investir dans le sens où les temps de départ ne sont même pas annoncés correctement. Enfin, c'est pas que c'est pas annoncé correctement, c'est que ça fait pas partie du roadbook de l'organisation du rallye de donner une heure de départ. Donc quand tu sors de l'assistance, tu sais pas exactement à quelle heure ton départ est lancé. Donc c'est en cours de structure, on va dire ça comme ça. L'organisateur fait tout pour essayer de s'améliorer d'année en année. Premier hat-trick possible à l'occasion du trophée MRC, c'est de la pression. Tu sais que t'es l'homme à battre, hein, très clairement. Tu le vis comment ça? C'est de la pression, c'est du bonus ou c'est de la motivation? Comment tu vis ça? Écoute, on reste toujours motivé. La pression, on se met pas la pression par rapport au championnat, honnêtement. Même sur les 2 saisons, on a fini le championnat, on a pris les choses de manière très sereine. En respectant l'adversaire et en venant pour en découdre. C'était comme ça qu'on a abordé toutes ces courses jusqu'à présent. On va continuer à garder cet état d'esprit. On travaille très dur avec toute l'équipe pour mettre en œuvre tout ce qui suit autour de la voiture, tout ce qui gravite autour de la voiture, les partenaires. Le diable se cache dans les détails, hein, en sport mécanique. Hein, tout à fait. c'est donc, très clair. Il n'y a pas de secret. Je pense qu'il n'y a que le travail de dur labeur qui paye, que ce soit dans la vie professionnelle ou là, dans notre passion autour du rallye. Donc on accorde beaucoup de temps, d'expertise. On essaie d'être le plus professionnel possible dans notre niveau amateur. Et je pense que le travail paye. Dernière question, évidemment, tu y couperas pas. C'est bien d'avoir toutes ces expériences, mais on te voit quand venir rouler à La Réunion? Tu sais que des voitures de location, il y en a ici, hein, on t'attend. Alors certes, nous on roule du bon côté, et toi de l'autre côté, mais en rallye, on s'en fout, hein, la route est fermée. Le côté ne me dérangera pas, honnêtement, puisque j'ai eu l'occasion de faire un test dans une vraie voiture de course en octobre de l'année dernière. Je me suis fait plaisir et c'était pour justement peut-être initier un projet futur. Donc c'est quelque chose qui me tente vraiment, je te cacherai pas. Un rallye à l'extérieur, La Réunion, ça me plairait bien par rapport à la distance. Pour rouler dehors, oui. Maintenant, entre La Réunion et la métropole, honnêtement, je pense que ce sera plus la métropole que La Réunion. Il me reste plus qu'à te souhaiter un très bon rallye, un grand coucou à tous les amis mauriciens qui nous écoutent de plus en plus sur toutes les plateformes, hein, Spotify, Deezer, Apple Podcast, et j'en passe et des meilleurs. On va suivre ça tout au long de ce week-end, et c'est donc le début du championnat de Maurice des rallyes. À très bientôt, Thierry. Écoute, je te remercie, Vincent. Bonne continuité. Venez profiter des promotions chez ODR D2S Car Audio au Tampon. ODR D2S Car Audio, c'est la vente et l'installation audiomobile pour votre voiture. ODR D2S Car Audio, c'est les plus grandes marques Pioneer, Hertz, Soundstream, SP Audio. Le vol de voiture n'arrive pas qu'aux autres. Il serait dommage que votre voiture parte sans vous. Protégez votre voiture avec nos alarmes Vodafone Cobra. Devenez les maîtres du stationnement avec nos radars de parking avant et arrière Metasystem et Cobra. ODR D2S Car Audio avec plus de 20 ans à votre service. Retrouvez-nous sur notre site www.autoradio.re. ODR, 80 rue Martinelle-Lacet au Tampon. Contact 0692 874 510. Motors, rallye. 4e manche du championnat du monde des rallyes, première épreuve, 100% asphalte de la saison. Le rallye de Croatie 2026 devait être une démonstration de vitesse pure. Finalement, autour de Rijeka, c'était plutôt ambiance Highlander, genre il n'en restera qu'un. Avec 300 km de spécial répartis sur 20 épreuves, tout semblait pourtant réuni pour un affrontement classique entre les têtes d'affiche, hormis l'absence de Sébastien Ogier. À l'arrivée, le scénario est tout autre, une course d'élimination brutale, imprévisible, presque cruelle. Et au bout du compte, une deuxième victoire consécutive pour Takamoto Katsuta,
qui prend par la même occasion la tête du championnat. Le Croatie 2026 est bouclé à 105,3 km/h de moyenne par le vainqueur. Dès les premiers kilomètres, le ton est donné. Oliver Solberg sort de la route dans le S1 après seulement 5 km. Une erreur qui n'est pas totalement une surprise. Le jeune pilote suédois est coutumier de petites fautes d'engagement maximales, souvent conséquences jusqu'ici, comme au Monte Carlo qu'il dominait ou encore en Suède. Mais cette fois, ces vieux démons le rattrapent immédiatement. Pneus durs, manque de repères et sanctions instantanées. Dans le S2, Adrien Fourmeau est piégé par des pierres ramenées sur la trajectoire et crève à l'avant droit. Exit la course pour la victoire finale. Ce phénomène de pollution des cordes va devenir un facteur clé tout au long du rallye, provoquant un nombre impressionnant de crevaisons, aussi bien en rallye 1 qu'en rallye 2. Chez Hyundai, Thierry Neuville admet très tôt que l'équipe ne parvient pas à faire fonctionner les pneus durs. La conséquence est directe, ils sont contraints de basculer sur des gommes tendres avec une gestion plus délicate sur la durée. Mais le véritable tournant intervient dans le S3, la plus longue spéciale du rallye. Elfyn Evans, alors leader avec une avance confortable et un rythme impressionnant, sort de la route après une incompréhension avec son copilote Scott Martin. Une erreur rarissime à ce niveau. Il est important de le souligner, les erreurs de copilotage sont statistiquement bien plus rares que les erreurs de pilotage. En revanche, lorsqu'elles surviennent, elles sont souvent beaucoup plus définitives. Ici, une mauvaise note, une entrée trop rapide dans un virage à droite et la sortie de route est inévitable. La réaction d'Evans est à l'image de ses réputations. Il n'accable pas son copilote et rappelle immédiatement un principe fondamental en rallye. On gagne ensemble, on perd ensemble. La suite de la journée reste dans la même dynamique. John Armstrong abandonne après un choc. McErlane est ralenti par une crevaison. Au soir de la première étape, Sami Pajari mène le rallye devant Neuville et Katsuta, tous regroupés en une quinzaine de secondes. Derrière, les écarts sont déjà particulièrement importants avec Paddon P4 à déjà plus d'une minute. Le samedi débute sur un duel stratégique entre Neuville et Katsuta qui s'échangent les positions derrière un Pajari qui reste solide en tête. Mais la situation bascule dans le S11, une spéciale longue, technique et rendue extrêmement piégeuse par une route sale et légèrement humide. Katsuta y perd totalement le fil et concède 44 secondes. En phase de découverte, il manque de confiance et d'engagement. A l'inverse, Neuville se montre pour la première fois réellement à l'aise cette saison, trouvant un équilibre sur les portions sales. Pajari, lui, continue de faire preuve de maturité en limitant les dégâts. Mais la suite du samedi bascule dans le chaos. Fourmeau abandonne après une sortie de route. Les crevaisons se multiplient. Puis dans le S14, presque tous les leaders sont touchés simultanément. Pajari, Katsuta, Armstrong, McErlane. Dans ce contexte, Neuville récupère la tête du rallye. À l'issue de la deuxième étape, il mène avec une avance confortable. Katsuta est deuxième à plus d'une minute. Pajari, troisième, encore plus loin. Et surtout, seuls 4 rallyens figurent dans le top 10, les places suivantes étant toutes occupées par des rallyes 2. La dernière journée s'oriente vers une gestion prudente pour les leaders du classement de cette épreuve. Derrière, Solberg et Evans dominent le Super Sunday avec derrière une bagarre entre Armstrong et Fourmeau. Solberg signe tous les meilleurs temps du dimanche et termine avec un total impressionnant de 10 temps scratch sur 20 spéciales. Evans, Neuville et Pajari en comptent chacun 3. Katsuta, lui, n'en signe qu'un seul. Ce point est essentiel. Une fois encore, le vainqueur n'est pas le plus rapide, mais celui qui commet le moins d'erreurs. Un épisode marquant intervient dans le S18 lorsque Fourmeau et son copilote perdent leur carnet de notes. Une copie leur est envoyée via téléphone par le ouvreur et le copilote lit les indications directement sur son petit écran pendant la spéciale. Puis vient la Power Stage. Thierry Neuville semble avoir course gagnée. Depuis le matin, il roule sans prendre de risques, dans une logique de gestion pure. Ses temps intermédiaires confirment d'ailleurs cette approche. Et pourtant, dès le kilomètre 3,4, il commet une erreur littéralement incompréhensible. Il arrive trop vite dans un virage à droite, mord la poussière intérieure et sort de la route à l'extérieur avant de heurter un obstacle. Il fait demi-tour et parvient néanmoins à repartir. Cette faute interroge, elle intervient alors qu'il roulait en mode totalement sécurisé. Mais c'est justement là toute la difficulté. Rouler en dessous de son rythme naturel peut entraîner une perte de repères et de concentration.
L'euphorisme est souvent plus piégeux que l'attaque pure. Neuville repart, mais les dégâts sont trop importants. Son équipe lui demande d'abandonner sur la spéciale. Il ne marquera aucun point. Takamoto Katsuta récupère donc la victoire, une deuxième consécutive qu'il propulse en tête du championnat. Mais au-delà du résultat, c'est sa réaction qui marque. Informé de la sortie de Neuville alors qu'il pensait terminer deuxième sur la ligne d'arrivée, il demande immédiatement si le pilote belge va bien, exprimant son inquiétude avant même de penser à la victoire. Un geste simple, mais tellement révélateur de son état d'esprit et de sa popularité dans le paddock. Ce rallye de Croatie n'a pas été une course de vitesse, il a été une épreuve d'élimination. Ambiance Highlander, encore une fois. Les pneus durs mal exploités, les routes constamment polluées, les crevaisons en série et les erreurs humaines ont façonné le résultat final. Contrairement au Safari Rally Kenya où les abandons étaient principalement liés à la fiabilité, les erreurs observées ici sont directement imputables au pilote. Le classement final avec seulement 3 rallyens dans le top 10 en est la conséquence la plus visible. Et cela pose une question en vue de la prochaine manche également 100% asphalte aux Canaries. Si un tel niveau de crevaison se confirme, la gestion des pneus pourrait à nouveau devenir le facteur déterminant. En Croatie, une chose est certaine, la victoire n'est pas revenue au plus rapide, mais à celui qui a su rester lucide et éviter les pièges, tout en bénéficiant d'une sacrée chance, il faut quand même le reconnaître. Et dans ce genre de rallye, c'est souvent la seule chose qui compte. Une fois encore, les dieux du rallye ont choisi leur vainqueur, et une fois encore, c'est Katsuta. Motors, le programme. Gros week-end et pour tout vous dire, énorme week-end en perspective dans Motors. Un de ceux où les agendas explosent et où les nuits raccourcissent très sérieusement. Plusieurs championnats lancent ou poursuivent leur saison et il va falloir être particulièrement solide et plein de café pour pouvoir tout suivre. Motors. On démarre par le championnat de France des rallyes avec la deuxième manche de la saison, le Rhône-Charbonnière. Près de 200 km de course au programme, répartis en 12 spéciales. Un plateau très dense avec 96 engagés, dont 11 rallye 2 et surtout une présence massive de GT qui pourrait jouer les troubles fêtes sur un tracé qui est par moments favorable pour leur bolide. Dans ce contexte, Johan Bonato fait évidemment figure de référence au volant de sa Lancia Y, mais comme toujours en rallye, le statut de favori ne protège de rien, bien au contraire. Entre les conditions, le rythme et les pièges naturels du parcours, il faudra être propre du premier au dernier kilomètre. Début des hostilités vendredi matin avec le S1 de Bibost à 8h20 local, soit 10h20 heure de la Réunion. Et l'arrivée est prévue samedi aux alentours de 16h, soit 18h, heure Réunion. Motors. Toujours en rallye, mais à l'échelle européenne cette fois, c'est le grand lancement du championnat d'Europe avec le rallye Sierra Nevada en Espagne du côté de Cordoue. Vous pouvez l'appeler Cordoba évidemment. Une épreuve 100% asphalte, rapide et exigeante avec 203 km chronométrés répartis en 13 spéciales. 62 équipages sont engagés, dont 29 rallye 2, un plateau énorme relevé avec les meilleurs spécialistes européens. Côté français, on surveillera notamment Tristan Charpentier qui franchit le cap en passant de la Rallye 3 à la Rallye 2, ainsi que Pierre Rague, autre français, également sur Skoda Fabia. Le rallye débute vendredi soir avec une très courte super spéciale d'1 km dans les rues de Cordoba à 20h05 local, soit 22h05 Réunion. Samedi, reprise des choses sérieuses dès 9h30 local avec le S2. L'arrivée se jouera dimanche avec la Power Stage de Villanueva, donc de 13,6 km à 17h05 local, soit 19h05 heure Réunion. Motors. On reste sur 4 roues, mais on passe sur circuit avec le coup d'envoi du championnat du monde d'endurance, le WEC, qui lance sa saison à Monza cette année avec une course de 8 heures. Un format très court finalement pour l'Honduras, exigeant, où la gestion du trafic et des relais fera sans doute une nouvelle fois toute la différence. Premiers essais vendredi à 10h15 local, soit 12h15 Réunion. Le départ de la course sera donné quant à lui dimanche à 13h à Monza, soit 15h heure Réunion. 8 heures de course qui s'annoncent d'ores et déjà stratégique. Motors. On enchaîne avec l'IndyCar et la 5e manche de la saison sur le tracé urbain de Long Beach en Californie. Un classique absolu, un circuit exigeant, étroit, où la moindre erreur se paye cash. Les premiers essais auront lieu vendredi à 18h local,
ce qui nous amène à 5h du matin samedi pour notre créneau horaire. Quant à la course, elle est programmée dimanche à 17h30 local, soit lundi matin à 4h30 pour nous. Clairement, il va falloir tenir la distance, le week-end va être particulièrement long. Motors. On reste sur piste, mais on repasse sur 2 roues avec un programme particulièrement dense. En Supercross US, la 14e manche de la saison se dispute à Cleveland avec un format Triple Crown. 3 courses, 3 départs et généralement beaucoup d'imprévus. 8e rendez-vous également pour la catégorie SX 250 pour la conférence Est. Ça roule samedi soir dans l'Ohio, donc très tôt, dimanche matin pour nous. Motors. Toujours sur 2 roues, mais cette fois en motocross, le MXGP pose ses valises à Pietramourata pour le Grand Prix de Trentino, au pied des Alpes italiennes. Un terrain radicalement différent de la Sardaigne, beaucoup plus technique et dur. Les courses de qualification auront lieu samedi à partir de 16h35 pour le MX2, soit 18h35 heure Réunion. Le dimanche, 2 manches sont au programme pour une première course MX2 à 13h15 local, soit 15h15 heure Réunion. Motors. Et puisqu'on parle motocross, retour chez nous à La Réunion avec la 3e épreuve de la saison organisée par le MCT sur le circuit du Titampon qui sera exceptionnellement roulé dans le sens inverse du tracé habituel. Vous l'avez entendu en catégorie Rennes, Quentin Prunière sera réputé DNS suite à une vilaine chute il y a une dizaine de jours du côté de Brapanon. Une pensée particulière également au passage pour Jeya et Dylan Techer, touchés par un incendie destructeur de leur outil de travail mardi matin. Toute la famille Motors et ses affidés est évidemment avec vous. Motors. On reste sur 2 roues, mais retour sur circuit avec le World Superbike qui dispute son 3e meeting de la saison à Assen aux Pays-Bas. La question est simple, quelqu'un peut-il stopper Nicolo Boulega cette saison? Réponse tout au long du week-end pour les différents rendez-vous samedi et dimanche sur un tracé qui ne lui a pas toujours réussi par le passé. Les courses se dérouleront donc samedi et dimanche. Je vous laisse aller sur internet pour récupérer les horaires. Motors. Et pour terminer, et en réalité pour lancer une autre série, direction Le Mans en France pour l'ouverture de la saison d'endurance moto avec les incontournables 24 heures sur le circuit Bugatti long de 4 km 185. Le Yacht, vainqueur en 2025, remet donc son titre en jeu face à une concurrence revancharde pour le moins et particulièrement affûtée. Le départ sera donné samedi à 15h local, soit 17h heure Réunion, un classique absolu, un monument de la discipline moto et comme chaque année, un spectacle à ne pas manquer.